19h sur EZAE Télévision, tout de suite, le sommaire. Lors d'une rencontre entre l'organe électoral et les parlementaires ce 21 octobre 2020 à Porto-Novo, la question sur les modalités et le processus du parrainage a été objet de plusieurs interventions. Selon les parlementaires, il ne revient pas à la commission électorale d'interpréter une loi votée par l'Assemblée nationale. Le géant de l'Est est en proie à des manifestations et une répression policière depuis quelques heures. À suivre dans ce journal, Dr Bouko qui commente la crise au Nigeria. Après 2 jours de travail sous la houlette du coach Edme Kodjo, les universitaires de ZAEFC ont poursuivi aujourd'hui le stage de préparation avec le docteur Bienvenu Tawema au stade Jean-Pierre Gascon de Pobé. À suivre dans un instant. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. EZAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à EZAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À EZAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.ezae.bj/EZAE 2019 ou renseignez-vous à EZAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à EZAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à EZAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. EZAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et EZAE, c'est l'école des sages. À nouveau, bonsoir. Les députés ne partagent pas l'avis de la Sénat sur la confidentialité du parrainage des candidats à la présidentielle de 2021. Lors d'une rencontre entre l'organe électoral et les parlementaires ce 21 octobre 2020 à Porto-Novo, la question a été objet de plusieurs interventions. Selon les parlementaires, il ne revient pas à la commission électorale d'interpréter une loi votée par l'Assemblée nationale. C'est ici que nous avons voté la loi et nulle part nous n'avons dit que le parrainage devait être secret, a rappelé un député lors des discussions. Rachidi Badamassi, député du bloc républicain, et d'autres parlementaires ont également voulu savoir ce qui a amené la Sénat à rendre le parrainage individuel et confidentiel alors que les potentiels parrains députés et maires sont tous issus de partis politiques. Pour lui, n'importe quel parrain devrait pouvoir assumer en toute âme et conscience son choix. Rappelons que le parrainage des candidats à toute élection présidentielle au Bénin est prévu par l'article 132 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Le géant de l'Est est en proie à des manifestations et une répression policière depuis quelques heures, une situation à laquelle les Béninois sont sensibles. Dr Bouko commente la crise au micro de Carles Kitome. En l'occurrence, le président de la République, le ministre de l'Intérieur, de la Défense, des abus des forces de l'ordre. Je veux parler d'une force spéciale qui avait été mise en place de lutte contre l'insécurité. L'armée aussi qu'on a vu tirer, ouvrir le feu sur des manifestants. Je crois que le président de la République, le président Bouhari, a déjà intervenu aujourd'hui 21 octobre 2020. Il est intervenu pour essayer donc de calmer la situation. Donc je crois que c'est deux choses différentes. Nous ne sommes pas en querelle politique donc, au Nigeria. Donc, et il s'agit ici des bavures policières.
des bavures policières qui ne datent pas d'aujourd'hui et qui passent sous le silence et qui sont toujours passés, sous le silence des différentes autorités. Et je crois que quelque part, la jeunesse ou les jeunes ont compris quelque part qu'il est temps de prendre leurs responsabilités, de faire prendre que le politique prenne ses responsabilités pour mettre un point final à cette bavure-là, à ce désordre que l'on note au niveau des forces de l'ordre et de sécurité au Nigeria. Moi, il m'est arrivé dans mes allers-retours au Nigeria de voir un policier en civil, mais qui portait une arme sur la voie. Vous voyez, donc je crois que quelque part, ce sont des choses que l'on doit corriger. Donc nous voyons des hauts gradés de l'armée, de la police, qui sont dans des faits de corruption, d'abus de pouvoir, d'abus d'autorité, etc., etc. Je crois que le peuple en a marre. Vivement que cette goutte d'eau ne déborde pas. Parce qu'au Nigeria, ça fait 250 millions d'habitants. Nous ne souhaitons pas que cela déborde et que les autorités prendront toutes les mesures draconiennes pour frapper là où il faut frapper, pour punir là où il faut punir, pour sanctionner les coupables jusqu'à la dernière rigueur, pour que ceux qui sont là actuellement et les fonctionnaires futurs de forces de sécurité puissent comprendre que porter l'uniforme en Afrique n'est pas synonyme de bavure, n'est pas synonyme d'un mandat de brimade vis-à-vis des populations. Au contraire, lorsqu'on voit un homme en uniforme en Afrique, on doit se sentir en sécurité. C'est ça, en réalité, ce que c'est que force de l'ordre. Mais, malheureusement, pas seulement au Nigeria, en Afrique, on a constaté que porter l'uniforme en Afrique est synonyme d'un mandat de brimade, que ce soit au niveau des populations ou au niveau des choses. Donc, nous souhaitons vivement que les choses se passent dans la paix. Nous sommes à 10 jours par rapport à la Côte d'Ivoire. Nous croisons les doigts et nous espérons. C'est vrai, les signaux sont là pour que 2010-2011 se répète, mais je pense que quelque part, le peuple ne va pas se laisser faire, ne va pas se laisser piéger par ces politiciens tapis dans l'ombre qui les manipulent, alors qu'eux-mêmes sont tapis dans l'ombre et qui ont des vies meilleures, qui garantissent des avenirs meilleurs à leurs enfants et petits-enfants. En Guinée, le domicile de l'opposant Dalein Diallo est encerclé par les forces de l'ordre depuis quelques heures. Cette réaction policière dans le contexte local a pour but d'assurer la sécurité et pour éviter des heurts que pourraient entraîner les récentes déclarations de ce dernier. Suivons à nouveau Dr Bouko à ce propos. Certes, j'ai suivi avec regret que le domicile du président et du candidat Céline Dalein Diallo a été encerclé, mais je crois à mon avis qu'il est allé un peu en besogne en se déclarant déjà vainqueur de l'élection. Mais je vous rappelle que l'institution chargée de proclamer les résultats de façon légale, constitutionnelle, en Guinée comme dans la plupart des États en Afrique ou comme ailleurs, c'est soit le Conseil constitutionnel, la CEI, etc. Il y a des organes compétents désignés pour proclamer les résultats. Mais déjà, je trouve déjà que, comme le disait l'autre, c'est déjà mal parti de sa part de s'autoproclamer vainqueur. Il n'a pas la compétence juridique de le faire. Laissons les institutions chargées de le faire, de proclamer les résultats, donc jouer leur rôle. Et après, s'il y a des contestations, des recours qu'ils pensent formuler, les institutions sont là, la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême, je ne sais pas qui est les instances juridiques qui sont chargées de trancher, de dire le droit électoral en matière électorale, vont le faire. Mais je trouve que c'est déjà trop parler en besogne. Une manière de susciter ses partisans déjà à se préparer à la violence. Et je ne crois pas que le gouvernement a déjà pris ses précautions pour que on n'en arrive pas là. Les tensions post-électorales en Côte d'Ivoire sont de nature à inquiéter quiconque se rappelle la présidentielle de 2010. Mais la situation actuelle semble normale selon plusieurs observateurs avertis. Mesmer Oudi Aka, un réfugié ivoirien vivant au Bénin, donne son point de vue au micro de Carles Kitomé. Oh, moi, je ne suis pas du tout étonné. Hein. Vous savez, la femme, de la manière dont elle vient dans le foyer, c'est comme ça qu'elle part. C'est comme ça qu'elle part. On n'est pas surpris de la réaction de Ouattara. Parce que Ouattara, aujourd'hui, il est pris dans un piège. Il est pris dans un piège, il a fait des rébellions, il a financé des rébellions, il a fait des rébellions avec des jeunes personnes comme des Soro, des gens comme des Soro, qui n'avaient même pas encore 40 ans, qui sont rentrés dans la rébellion. Ceux-là savent qu'ils ont encore une vie devant eux, jusqu'au moins encore 40 ans de plus pour avoir au moins 80 ans.
Donc ils savent que du jour au lendemain, s'ils ne sont plus au pouvoir, ils savent ce qui les attend. L'histoire de la CPI n'est pas encore punie, ils ont envoyé d'autres personnes en prison, les gens ne sont pas encore sortis de cette prison, le jugement réel n'est pas encore tombé, puisque si Gbagbo n'est pas coupable, qui est coupable? Il faut qu'on trouve le vrai coupable. Donc aujourd'hui, Ouattara lui-même est pris dans un piège, parce que si Ouattara dit qu'il n'est plus président, ce qui veut dire que ceux qui vont venir demain vont réveiller les vieux démons, puis voir même comment faire pour trouver les coupables de ceux qui ont tué les Ivoiriens. Il y a eu près de 50 000 morts en Côte d'Ivoire. Il y a eu 30 000 ouais qui sont morts. Et à l'intérieur d'Abidjan, il y a eu 20 000. Et dans les autres villes, il y a eu à peu près 15 000 personnes. Et donc, c'est au moins 85 000 personnes qui sont mortes. Qui les a tués? Qui a créé la rébellion? Et donc, tout ça, là, ça fait que Ouattara, aujourd'hui, et ceux qui l'entourent sont obligés de créer des situations pour que Ouattara continue de rester au pouvoir, parce que c'est le pouvoir de Ouattara qui les préserve contre la prison. Donc, je ne suis pas surpris de ce qui arrive en Côte d'Ivoire. C'était prévisible. Je sais que jusqu'à la semaine surpassée, avant que les campagnes ne commencent, on était déjà à 69 morts. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 morts. Nous sommes à plus de 100 morts. Nous sommes à plus de 1000 blessés et puis près de 20 à 30 maisons. Je viens même hier d'apprendre que l'une des maisons de l'un de nos anciens ministres, le ministre Issa Malik, qui était le directeur de campagne du président Gbagbo et qui était réfugié avec moi ici, qui est à Paris, sa maison a été brûlée à Korogo par les partisans de Ouattara. Parce que le monsieur, il est en exil, il est un proche de Gbagbo, donc ils ont brûlé la maison. Vous savez, nous allons vers une guerre identitaire. Nous allons vers une guerre identitaire et nous allons vers une situation très difficile que les gens ne pourront pas contrôler. Parce que il y a un fait. Une chose est que Ouattara soit élu. Mais est-ce qu'il va gouverner? Une chose est que Ouattara soit élu, mais est-ce qu'il fera les 5 ans? Ce n'est pas la première fois que les gens font le boycott actif en Côte d'Ivoire. En 1995, il y a eu le boycott actif en Côte d'Ivoire. Il y a eu des élections. Le FPI même n'a pas voulu participer aux élections. Il y a Vaudier à son temps qui a accompagné Bédier. Il y a eu des élections. Donc ça, ce n'est pas un événement. Je pense que le boycott actif et ce qui se passe fait la démonstration de ce que le président qui est élu, s'il est élu par la force, s'il s'impose, il est mal élu. Et il sera mal élu. Alors si vous êtes mal élu, ça veut dire que vous ne jouissez pas de la légitimité du peuple. Vous allez jouir de la légalité. Mais comme c'est le peuple qui a la légitimité, et le peuple est plus nombreux que tout, vous savez que votre pouvoir n'est pas assez. Donc c'est cette force-là que nous voulons démontrer. Dès lors où il est mal élu, il sait qu'il sera mal assis. Très prisé par sa douceur et sa vertu, l'eau de coco demeure indispensable pour certains consommateurs. Mais selon le nutritionniste Anissé Sainjo, il ne faut en aucun cas la consommer, surtout dans de bouteilles en plastique. Suivez-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Conserver le jus de coco, c'est déconseillé parce que quand on passe donc à la conservation, il faut toujours donc apporter donc des éléments qu'on appelle donc des conservateurs pour pouvoir vraiment garder donc le produit pendant une certaine durée. À partir du moment donc un individu passe de fruits naturels à la conservation, il faut savoir quand même qu'il y aura donc d'additifs alimentaires qu'on appelle donc des conservateurs. Ce n'est pas conseillé. Ceux qui sur place prennent en bidon pour aller le conserver dans le réfrigérateur, c'est pas de ça que je parle, jus de coco en bidon, pour pouvoir vraiment le commercialiser. Ça, donc, ils sont dans un autre schéma. Et ce n'est pas forcément donc, pour le bien des consommateurs, donc ils le font, mais c'est pour rentabiliser donc, leur production. À part de ce moment-là, donc, je pense que chacun doit prendre des dispositions pour trouver donc, ce jus de façon naturelle et non donc conservé. Moi, avant, comment on appelle, j'ai attention, je suis sur le médicament, mais depuis 1 an, 8 mois maintenant, là, je ne prends plus de médicaments de tension. Après 2 jours de travail sous la houlette du coach Edmé Kodjo, les universitaires de ZAEFC ont poursuivi aujourd'hui le stage de préparation avec le docteur Bienvenu Tawema au stade Jean-Pierre Gascon de Pobet. Suivez plutôt. Vous savez que nous sommes en phase de test et de recrutement de joueurs. Donc le travail consiste surtout à avoir déjà des joueurs qui sont prometteurs, ceux qui peuvent rester et ceux qu'on peut ajouter aux anciens afin que le groupe soit vraiment étoffé pour la prochaine campagne. Je vais continuer avec les fondamentaux, passe, contrôle, conduite,
Parce que, vous savez, là où nous devons avoir des joueurs qui soient entièrement fins sur ces fondamentaux. Et l'autre aspect de la chose, c'est continuer l'exercice, par exemple, de ce soir où les joueurs doivent apprendre à vraiment communiquer, créer de l'espace, fermer les espaces et bouger comme il faut pour demander le ballon, se mettre à la bonne distance pour recevoir le ballon. Donc, demain matin, comme le soir, c'est sur ces aspects que nous allons continuer. Dans le cadre des préparatifs de la prochaine campagne africaine, Esaü Football Club va livrer le mardi 27 octobre 2020 un match amical contre l'équipe nationale des moins de 20 ans du Bénin au Saint-Louis Stadium de Craqué. Ce premier match test va permettre d'évaluer le travail abattu lors de la première phase de la préparation. Et voilà, c'est sur ces notes sportives que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.